avec Silke Schauder. Silke Schauder, docteur en psychologie clinique, du moins, maître de conférence à l'IED, l'Université de Paris, et Michel Ity, qui sera son discutant complice, j'imagine, dans une co-pensée. Ils vont travailler ce texte ensemble. Michel Ity, ancien élève de l'ENSBA de Paris, plasticien, photographe, écrivain. Ceux qui viennent à Babylone régulièrement connaissent bien Silke Schauder, dont la folie littéraire qui frise la démence. C'est une folie passionnée, passionnelle, qui a pris pour objet, pas seulement, mais en particulier Camille Claudel. Camille Claudel, elle a un livre qui est en vente à l'entrée, qui est des actes d'un colloque de Cerisy autour de Camille Claudel. Elle est déjà venue intervenir brillamment. Elle est une des muses de Babylone, et intervenir brillamment sur Camille Claudel, mais aussi sur Michel-Ange. Camille Claudel, Rodin, il nous manquait Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke, Des amours à l'œuvre, c'est le titre de cette intervention commune. Oui, effectivement, notre intervention s'inscrit dans la continuité d'un projet qui nous anime depuis 2 ans, donc en continuité du colloque sur Camille Claudel, où effectivement il y a eu une sorte de naissance spontanée d'un nouveau projet où on travaille donc actuellement sur le colloque Anna-Maria Rilke, qui sera donc proposé en 2009, du 13 au 20 août, toujours à Saint-Denis. Voilà le contexte du travail. C'est donc Saint-Douze, on avait déjà fait les réglages techniques tout à l'heure, mais par les méandres de l'informatique, j'arrive dans les fichiers. Et les liens sont d'ailleurs, donc on va travailler sur... Ah non, absolument. Donc je vais déjà faire quelques propos introductifs. Le fichier synthétique.5, donc sous forme de PowerPoint. Mais c'est plus simple si vous voulez que Alors, en fait, le projet est bien sûr une mission impossible dans le sens que dans un temps très court, très condensé, je suis censée de vous parler du rapport qu'a entretenu Anna-Maria Rilke donc aux femmes et à travers les femmes donc à la poésie, à son œuvre. Donc je déclare bien sûr battu à la couture à l'avance parce que c'est très complexe, c'est extrêmement imbriqué. Et pour pouvoir en fait vous en parler très brièvement, j'ai choisi des axes qui semblent un peu arrêtés, un peu provocatrices peut-être, mais qui en fait nourrissent cette réflexion de quel rapport Rilke a pu entretenir avec les femmes, avec les muses. Et donc j'essaie de décliner un petit peu ce rapport qui est multiple, comme un millefeuille intriqué, comme les spirales qu'on a pu voir aussi ce matin pour Vertigo, entre la muse, qui est bien sûr un archétype un peu traditionnel, je voudrais dire, entre l'écrivain et la femme qui vénère et à laquelle il destine son œuvre, l'épouse et mère de sa fille Ruth, donc Clara Westhoff, l'amante, l'amie tutélaire, l'admiratrice. Donc c'est vraiment différents rôles que tour à tour ont occupé différentes femmes autour de Rilke, qui a constitué autour de lui un univers extrêmement féminin, presque surféminisé, pour créer justement des conditions idéales pour son œuvre. Je ne peux pas ne pas parler de Rilke et sa mère, ça c'est dédié donc, au séminaire Babylone bien sûr, et je terminerai sur Rilke et la femme avec un grand L qui devra, comme nous le verrons tout à l'heure, être paré. Alors, parmi tout cet univers féminin, il y a donc Sophie Rilke, sa mère, que vous voyez tout à fait en haut, Sophia Henschel, Valérie David von Röhnfeld, Premier amour, à laquelle il a donc écrit 170 lettres avant de rompre les fiançailles. Et en fait, les 170 lettres qui sont publiées aujourd'hui contiennent déjà tout Rilke, c'est-à-dire il lui dit strictement la même chose qu'il dira à nous, Andrea Salomé, quelques ans après, qu'il dira quelques ans par la suite donc à l'autre nous, Albert Lazare, qu'il dira à Valadine Klosovka, qu'il dira à finalement Clara. Il y a une espèce de
de métaphores qui filent, qui traversent tout son rapport amoureux que j'essaye un petit peu de décrypter pour et avec lui. Alors on voit en haut, donc, dans ce petit diapositive, donc en fait Paladin philosophe pas, considéré comme dernier amour du poète, donc mère du peintre Balthus et du philosophe Pierre Klosowski. Alors, dans tout cet univers, pour qu'on puisse se retrouver un petit peu, ici je vous montre Paula Becker et Clara Westhoff. Paula Becker, c'était un amour contrarié, femme peintre, qui finalement a été mariée plus rapidement par Otto Modersohn, et Clara, sur lequel, entre guillemets, se rabat le deuxième choix de Rilke, pour le dire un peu de manière provocatrice. Par la suite, plein d'autres figures féminines qui vraiment se penchent sur ce berceau vide de la poésie de Rilke, à savoir Mathilde Follmeuer, Marthe Henneberg, une ouvrière très pauvre, tisserande, que Rilke a aimée à certains temps, et ensuite les mères tutélaires, c'est-à-dire Ellen Key, qui a payé par exemple l'éducation de la fille de Rilke, Marie Fontaine et Taxis, qui a été une princesse extrêmement bienveillante, vraiment la mère idéale, qui a livré sur des longues périodes de vie dans son château à Avignon pour que Rilke puisse y habiter, y écrire, et vraiment des rapports très très singuliers à cet autre féminin que je vais essayer un peu de détailler. Alors ça continue, je pourrais vous en montrer plein d'autres images de femmes, ça nous mènera trop loin, le temps nous manque. Je vais vraiment me concentrer sur quelques figures ciblées. Je commence par le commencement, à savoir la mère, fille à Rilke. Alors, il faut savoir que les lettres de Rilke à sa mère comportent non moins que 1200 lettres, qui sont actuellement donc, parce qu'on a pu dire que lui-même a pu dire qu'il détestait sa mère, il a dit surtout à Lou, il a dit à quiconque voulait l'entendre, sauf à sa mère. Hein, c'est-à-dire que les lettres qu'il lui envoie sont d'une piété filiale extraordinaire. Une fois à Noël, par contre, il se trompe parce qu'il lui envoie 2 fois la même lettre en 1920 et en 1923. Mais pour le reste, c'est à peu près la seule maladresse qu'il a commise envers cette mère, qui, elle, en revanche, était un peu plus maladroite avec lui, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, pourquoi j'ai mis ces deux photos en début de mon exposé? Le premier montre donc René Rilke de son vrai nom. René Rilke à Prague à 2 ans en 1897, et après donc Rainer Maria Rilke après sa rénomination à Museau près de Sierre en Suisse, donc environ 1922. Bon, il y a toute une vie d'écrivain qui sépare ces deux photos l'une de l'autre, et en même temps, rien ne les sépare. Hein, parce que d'une certaine manière, Rilke est toujours aussi endimanché, toujours aussi coquet, toujours aussi, comment dire, soucieux des apparences que sur cette première photo où il est habillé en fille. Alors, pour un petit peu aborder le lien avec sa mère, il me semble important que je vous montre un petit peu les cartes du jeu familial de Rilke. Il y a une donne, si ce n'est pour dire une donne familiale, que vous allez voir tout de suite. Hein. Pas nécessaire de vous faire un dessin. Joseph Rilke, donc le père de Rilke, a dû renoncer à sa carrière militaire du fait d'extinction de voix à répétition. C'est absolument ravissant comme symptôme, on ne peut pas trouver mieux, parce qu'il était censé quand même donner de la voix en tant que militaire, il faut pouvoir hurler sur les autres, tout ça. Lui, il n'y arrive pas, il a constamment mal à la gorge, ça ne va pas, bref, il dit j'arrête, et il se rabat sur une carrière des plus ternes, à savoir il va au chemin de fer. Ce qui en fait pour sa femme, donc Sophie, Fia, avec son nom qu'elle s'est donné elle-même, c'est-à-dire vous remarquerez l'élision de la première syllabe, donc Sophie, elle enlève le so, elle n'est peut-être pas prête à enlever des choses ailleurs, donc vous allez le voir dans mon commentaire, pour devenir Fia Hens. Elle n'allait pas supporter ce manquement dans la carrière de son mari. Elle vit comme un déclassement social absolument inadmissible, cette faiblesse d'abord physique et puis par la suite psychique de son mari, dont elle estime que c'est une mésalliance, elle qui a été fille d'une famille d'industriels aisés, très avide de promotion sociale,
et âprement frustrée dans ses ambitions par rapport à l'échec dans le professionnel de son mari. Elle accouche donc d'une première fille donc en 1884 qui est morte à 8 jours, et le petit René naît donc le 4 décembre 1875. C'était hier son anniversaire. Le couple se sépare en 1884. René est envoyé en 1885 à l'école militaire de Pölten, qu'il quitte en 1891 pour maladie. Il est en personne, bien évidemment. Il prend donc des cours à domicile, puisqu'il s'avère qu'il a une espèce d'incompatibilité littéralement foncière par rapport à la réalité. Il ne supporte pas le dehors. Je veux dire, il faut vraiment l'élever sous une cloche. Il reste à la maison, on lui paye des cours à domicile, il fait son baccalauréat en 1895, et il fait donc pendant un an, de 1895 à 1896, des études de droit, de littérature, d'histoire de l'art et de philosophie, donc 4 matières différentes, à Prague et à Munich, pour rencontrer en 1897 Lou Andrea Salomé, ce qui en fait coïncide avec sa deuxième naissance. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, bien évidemment, il y a là un peu un lit, si j'ose dire, du poète, qui finalement souffre des projections parentales absolument incompatibles. Ils ont un caractère très contraignant, très contradictoire, puisque d'un côté, le père attend de son fils la carrière militaire à laquelle il a dû renoncer lui-même. C'est vraiment du Schnitzler tout pur, c'est vraiment l'impératif paternel pourrait s'écrire ainsi. Soit un homme, mon fils, militaire de surcroît, ce qui exaltera ta virilité et la mienne, très endommagée, rends-moi ma virilité. Fille à Rilke, de son côté, elle-même a une demande totalement à l'opposé. Que demande-t-elle à son fils? C'est soit une fille, celle que j'ai perdue avant toi, l'enfant idéal, celle qui me manquerait pour toujours et que personne ne pourra égaler. Rends-moi ma fille. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est au confluent des demandes totalement incompatibles, totalement contradictoires? Rilke, en fait, il est pris dans un véritable clivage de loyauté, comme disent mon cher collègue systémicien. Les lacaniens diraient tout simplement, d'après ce que je viens de vous évoquer là, que Rilke est mal barré. Ça semble relativement complexe pour lui, parce qu'il ne peut pas satisfaire les désirs de ses deux parents à la fois, souvent justement de choix au milieu, et encore moins son désir propre. Quelle solution à ce dilemme? C'est simple, il n'y en a qu'une seule solution, et c'est celle-là qu'il choisit, devenir poète militant. Parce qu'il ne peut pas devenir militaire, il ne peut pas devenir fille non plus, il devient les deux en même temps, poète militant, c'est-à-dire qu'il va vouer à son œuvre un véritable culte avec une férocité plutôt étonnante, que tout ce qui l'écarte de l'œuvre sera écarté par lui. Vraiment, je connais peu de poètes qui ont un lien aussi militant, précisément, à leur liberté de créateur, et ils sacrifient sans sourciller vie de famille, sa fille, toute une pléthore d'amantes que je vais détailler un peu par la suite. Et on voit très bien que ce dilemme familial trouve une solution relativement satisfaisante dans ce devenir poète. Alors, pour revenir un peu sur Fia, elle fait ce qu'a aussi fait la maman d'Ernest Hemingway. J'ai beaucoup travaillé sur le suicide d'Hemingway et en fait les différents soubassements de cet acte. Et il s'avère que la maman d'Hemingway a joué avec lui à la poupée. C'est normalement interdit, je veux dire, on devrait le dire aux mamans en question. Et la mère de Rilke fait la même chose, c'est-à-dire elle lui apprend, pour mériter son amour, elle lui apprend qu'il faudrait, ou qu'il vaudrait mieux être fille. Rilke lui-même immortalise cette injonction maternelle dans ses cahiers de Malte-Laurensbrick qui sont vraiment extraordinaires en termes de réalisation littéraire et artistique et aussi de réflexion dans un but de dédifférenciation par rapport à son propre parcours, où il décrit des scènes d'effusion amoureuse et incestuelle entre mère et fils, et où effectivement il relate un moment où le fils craint énormément à ce que sa mère le punisse d'une bêtise. Il part pour se déguiser en fille et il revient et dit « C'est la gentille petite fille qui revient, le méchant garçon il est parti, je ne sais pas où qu'il est ». Texto, je cite.
tout Rilke est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il apprend dans cette scène absolument fondatrice? C'est vraiment un souvenir d'enfance de Rainer Maria Rilke. Il apprend pour mériter l'amour dans l'immédiat de la femme la plus importante dans sa vie. Il n'en changera pas par la suite, vous allez le voir. Il faut se séparer de sa meilleure part. Il faut effectivement faire comme s'il était une fille pour compléter la mère qui elle-même a été donc totalement figée dans ce deuil impossible de son premier enfant, de cette fille perdue, et où finalement pour arracher la mère à ses dépressions et aussi à son objet mélancolique, il faut se déguiser. C'est ce que Rilke va faire toute sa vie, dans des pauses plus ou moins élaborées, plus ou moins bien assumées par lui, où finalement on a le sentiment qu'il avance masqué, jusqu'à ce qu'il rencontre Lou Andrea Salomé, qui est d'une certaine manière à la fois va faire quelque chose de totalement fondateur pour lui, tout en prolongeant, paradoxalement, puisqu'on ne change pas d'histoire, on ne fait que la réécrire, tout en prolongeant en fait l'aliénation maternelle première. Qu'est-ce qu'elle fait, Lou Andrea Salomé? Elle a donc 12 ans de... 12 ou 14, merci. Je passe 14 ans de plus que Rainer Maria Rilke quand ils se rencontrent. Donc lui, il a 21 ans, elle est 35. C'est une femme extrêmement brillante, très belle, qui a déjà un certain succès en tant qu'écrivain. Elle n'a pas encore rencontré la psychanalyse vraiment, mais bon, il y a beaucoup de questionnements. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Nietzsche, tout ça, bon, on n'a pas le temps. Mais je vais revenir sur une seule chose, parce qu'il me semble, justement pour traduire en très peu de temps, la spécificité de leur lien. Je me suis intéressée à un détail qui, à mon sens, semble être la chose même. C'est-à-dire l'exemple vaut pour le tout, c'est le détail qui explique toute la relation. Quand ils se rencontrent, René Rilke l'admire pour un livre qu'elle a écrit, donc qui a eu beaucoup de succès à son époque, qui s'appelle Route. Là aussi, pour la petite anecdote, Rilke allait nommer la seule fille qu'il allait avoir donc avec Clara Westhoff Route, ce qui nous renseigne sur sa théorie sexuelle infantile. Il pense que les filles, ça naît dans les livres, alors que tout le monde sait que ça ne naît pas dans les livres. Les lieux de naissance se situent ailleurs. Mais bon, ceci dit en passant. Lou Andrea Salomé, elle va faire contribuer à la deuxième naissance de Rainer Maria Rilke, c'est-à-dire elle estime qu'il est mal né. C'est vrai ça, je veux dire, on l'a vu, déjà le prénom René, vraiment celui qui est René, qui d'une certaine manière renaît à la place de la fille morte, porte une sorte de stigmate, ça ne peut pas aller comme ça. Elle s'occupe de lui comme un véritable Pygmalion, elle sent bien qu'il a une très grande ambition, qu'il a des possibilités, mais que dans l'immédiat, il n'arrive pas à s'en saisir. Donc elle fait quelque chose que moi je qualifie d'acte analytique absolument génial, alors qu'elle n'est pas encore analyste par la suite, elle va faire des choses beaucoup moins réussies. Mais là au début, ça a été extrêmement, vraiment très, très bien fait. Elle le fait changer de nom. Habituellement, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est les hommes qui font changer les femmes de nom, je crois, ça se passe comme ça. C'est inversé. Donc ça en dit long aussi sur les rapports, comment Lou s'inscrit, comment René s'inscrit et ainsi de suite. Bon, tout ça, on pourra les débattre peut-être tout à l'heure. Elle va s'occuper, avant de s'occuper de l'homme, parce qu'ils vont avoir une histoire aussi amoureuse, charnelle ensemble, elle va s'occuper de son nom. Donc elle va mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Je vous ai présenté là les noms. Rilke au début s'appelait René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke. Bien. Lou Andrea Salomé dit allez, Karl Wilhelm, on n'en a pas besoin. Ça, c'est l'empereur autrichien, c'est du père, on le sort. Johann, on le sort. Joseph, c'est le prénom du père, on le sort aussi. On garde Maria, on garde. Et on fait une opération sur René, c'est-à-dire on le germanise, on le traduit en allemand. De René devient Rainer. Très fort. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Pour obtenir l'homme nouveau, celle qui l'a vraiment obsédé aussi dans sa relation avec Nietzsche, avec un rapport beaucoup moins réussi, certes, vous connaissez tous la fin dramatique,
Lou fait changer donc Rainer de prénom sans vraiment le faire changer, c'est-à-dire elle ne donne pas ou elle ne colle pas un nouveau nom, elle le traduit en allemand et elle garde le Maria, que je vais commenter brièvement tout à l'heure. C'est absolument génial. Pourquoi? Parce que Rilke lui-même va être très embêté par rapport à sa mère, bien sûr, parce qu'il va bien falloir lui dire qu'il a changé de nom, sans s'être marié. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comment il peut faire? Il s'y prend par 3 fois. Il lui écrit 3 fois autour de ce changement pour dire « J'aimerais pas que des gens pensent de moi que je suis trop raffinée. René, ça fait trop raffiné. Rainer, c'est beau, c'est clair, c'est net. » Bon, la mère avale ça, je dirais elle n'a pas tellement le choix. Encore heureux que le Maria reste juste à coller encore au nom, très bien, quand on sait qu'elle aussi c'est une grenouille de bénitier. Apparemment ça donne des artistes, hein. Je vais d'abord elle joue à la poupée, ensuite c'est la grenouille. Il y a un scénario qui semble assez fixe, assez stable autour de ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans le fond? Finalement, Lou travaille comme un guérisseur traditionnel, hein, parce que tous les chamans font ça. Quand il voit que quelqu'un ne va pas, au lieu de s'acharner sur lui, il change le nom pour dérouter en fait les mauvais esprits qui peuvent l'entourer, pour faire en sorte parce que les mauvais esprits ne le trouvent plus et ne peuvent plus l'embêter par les troubles qu'on observe. Sauf que Lou, quand même assez femme maîtresse, qui vraiment a pris en main, a régné à plusieurs niveaux, elle oublie de vérifier les lettres que Rilke va écrire à sa maman. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, il signera les lettres René. À sa mère, il reste toujours René, le petit René. Mais par rapport au reste du monde, ça va être Rainer, le fameux Rainer Maria Rilke, où il y a une inscription qui va pouvoir enfin se permettre, il va enfin pouvoir exister et exister, un tant soit peu, par rapport à cette mère par trop tendre, par trop dévoratrice, mais en même temps l'opération ne réussit pas jusqu'au bout, c'est-à-dire les lettres à elle seront toujours et encore signées par René, donc c'est cet aspect-là. Alors pour un peu avancer sur ces aspects, finalement Lou est quand même extraordinaire parce que d'un côté, je dirais pour avoir une image, d'un côté, elle injecte du phallus dans le sens de Rainer, c'est donc le nom droit, très clair, très pur. Et de l'autre côté, elle fait beaucoup plus remonter le Maria à la surface identitaire du nom, parce que là, dans le cafouillis initial, on ne voit presque pas le Maria. Maintenant, ça se voit beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'elle lui signifie? N'oublie pas, en deuxième lieu, que tu es une femme. Il ne faut pas que ça s'oublie, ça. Donc, René, Rainer, et bien sûr, écoute bien ce qu'on lui dit, il ne va pas l'oublier. Puisque dans les liens amoureux qu'il nouera par la suite, donc avec des liens d'une ambivalence extraordinaire vis-à-vis des artistes femmes, des liens à la fois d'envie, de proximité, de passion, de fusion, de diffusion, il n'oubliera jamais d'une certaine manière cette duplicité dont on a beaucoup parlé aussi ce matin par rapport donc à la bisexualité bien sûr consubstantielle, je dirais, de l'artiste, mais qui va en même temps lui jouer des drôles de tours dans ses liens à l'autre, et là en l'occurrence à l'autre femme. J'en viens donc très brièvement au lien pour le moins ambivalent qu'il a donc entretenu avec sa femme, celle qu'il a épousée, c'est-à-dire Clara Westhoff. J'avais dit tout à l'heure, en fait, le mariage se fait dans la hâte, c'est-à-dire il y a de la pression partout, déjà une pression toute physique, Clara est enceinte, il faut se grouiller parce qu'en 1900, c'est pas trop bien vu, donc il faut faire ce qu'il faut pour légitimer ce lien. Et en même temps, Clara vient un peu dans une sorte d'enfilade de métaphores féminines, sur fond de rupture avec Lou qui plante Rilke. Elle pense que c'est comme ça que les poètes poussent, je le plante, il va pousser. Elle lui écrit il faut qu'on se sépare, ton œuvre est là, tout ça. Michel vous dira ça beaucoup mieux tout à l'heure, donc je fais juste esquisser. Et Rilke dit bon si c'est comme ça, il faut bien que je fasse autre chose. Il se rabat sur une colonie d'artistes à Worpswede. Il écrit une fois de plus à sa maman,
pour lui dire ce qui lui arrive. Il était censé partir pour la 3e fois donc, en Russie avec nous. Et il lui dit, ben, j'ai pas pu y aller cette fois-ci parce que des unerwartete Umstände retardent mon départ. C'est absolument ravissant. Je vous le traduis brièvement. Unerwartet, c'est donc le inattendu. On dit en allemand, quand on attend un enfant, c'est ein Kind erwarten, et Umstände, c'est des circonstances, mais là aussi on dit en allemand, être dans d'autres circonstances, in anderen Umständen sein, être enceinte. Donc il dit sans lui dire, c'est-à-dire sa maman est censée savoir sans trop comprendre, bref, il y a un empêchement du voyage vers la Russie, qui après va être transformé en mariage. Pas n'importe lequel des mariages, parce qu'il y a toute une base d'hésitation, il y a beaucoup d'ambivalence et d'hésitation, des doutes entre les deux, parce que Rilke finalement était un peu plus amoureux quand même de Paula, et bon, après c'est Clara, bref, je vous passe tous ces histoires très drôles. Il fixe la date du mariage, et Rilke fait ce qu'il a appris de son père. Chaque fois quand il y a un combat qui s'annonce, il tombe malade. Il attrape une scarlatine absolument féroce qui le cloue au lit pendant un mois, c'est-à-dire les préparatifs de mariage, c'est à sa femme de les faire, c'est à la famille de sa femme de les faire. Lui, il est aux abonnés absents, il est malade, il a une fièvre, il a des visions très inquiétantes qu'il va d'ailleurs là aussi immortaliser dans ses cahiers du mal de la Rosepine. Il est soigné dans la maison de la future épouse. Donc là, c'est absolument ravissant, c'est très joli, je peux quand même vous le raconter. Et il se dit si faible que la cérémonie ne peut pas avoir lieu à l'église, qui est pourtant à quelque part. Il faut que le prêtre se déplace pour que le couple se donne et échange les vœux dans le salon de la mariée. Alors, c'est dommage que Clara n'ira en analyse que 15 ans plus tard, parce que s'il avait su tout ça, et qu'il dit, ah ben si c'est comme ça, si on n'y va pas, ben c'est peut-être qu'on ne devait pas y aller du tout. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir tous les éléments, c'est comme ça. Alors, dans le poème d'amour, parce que ça arrive, c'est le faire, et c'est adressé plein de poèmes d'amour à ces différentes femmes qu'il aime, et il est dit un donc à Clara où il dit toi amour, dis-moi d'abord qui je suis, je te dirai ensuite qui tu es. Tout le drame de Rilke est là, parce qu'il s'arrête dans sa vie après la première ligne. Il n'ira jamais dans cette nomination de l'amour de l'autre, c'est-à-dire il faut d'abord que l'autre le devine, et comme il est pris dans une problématique narcissique absolument inextricable, l'autre devine toujours faux. Hein, l'autre se trompe, ce n'est jamais la bonne réponse. L'oracle narcissique pour Rilke, on ne peut pas le deviner, donc il s'arrête après la première phrase. Comme Clara n'arrive pas à lui dire qui il est, lui il ne va pas se fatiguer pour lui dire qui elle est elle, si déjà elle n'arrive pas à le définir lui. Donc là il y a quelque chose dans le pacte amoureux qui va toujours échouer chez Rilke, qui va toujours achoper, et c'est assez tragique parce que ça arrive 15 fois, 16 fois, 17 fois, je peux après vous donner les noms, c'est Mimi Romanelli, c'est Loulou, c'est un tel et un tel. Tout le temps se passera la même chose. L'autre échoue dans ce pacte amoureux de lui dire qui il est. Et bien donc après ça ne l'intéresse plus, quand il va, il se barre, il fait autre chose. Il trouve plus joli, plus tout ce que vous voulez. Alors, mais revenons à ce mariage aussi mal fait, puisque fait dans le salon des parents de la mariée. Il y a quelque chose qui est tout à fait symptomatique pour Rilke, c'est-à-dire il fait sans faire, et du coup après il ne peut pas défaire. Comme le mariage a été fait dans la hâte, il aurait dû demander, lui étant donc catholique, et Clara Westhoff étant protestante, il aurait dû faire un certain nombre de formalités pour pouvoir justement épouser une hérétique, d'une certaine manière. Et tout ce qu'il a fait, et ça je dois l'observation à Michel qui avait trouvé le fameux détail qui tue, il a en fait pour se dédire de l'Église catholique, il est allé donc dans sa paroisse d'origine pour se faire barrer du registre des baptêmes. Il pense que c'est ça ce qu'il faut faire pour épouser une protestante. Bon, je ne vais pas dérouler pour vous le droit de mariage du 19e, 1001, tout ça, mais c'est pas ça ce qu'il aurait fallu faire. Mais ça en dit long,
ça en dit long sur les manières dont il pense les choses. Ce qui après lui jouera des tours, parce que le mariage foire, on est très surpris, pourquoi, et en fait le divorce n'allait jamais pouvoir être prononcé. C'est absolument terrible. On retrouve ce ni avec ni sans toi, qui est tout à fait classique pour les relations narcissiques, où il y a une sorte d'emprise réciproque comme ça. À un moment donné, Rilke en a marre, il voudrait bien quand même demander le divorce, ça fait des années qu'il n'a pas vu sa femme, il dit bah oui tiens, ce serait bien si on divorce quand même. Et à l'opposé, Clara, sous le degré d'autonomie qu'elle fait avec son psychanalyste qui est Satola-Munich, elle aussi, à un moment donné, elle demande. Elle dit, oh, ce serait bien quand même, c'est une formalité, bon, on pourrait quand même faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que les différents papiers qui étaient en fait utilisés pour le mariage n'ayant pas été faits, Rilke est toujours catholique, en tant que catholique, il ne peut pas divorcer, donc ils sont cuits, tous les deux. C'est comme ça. Ce qui va créer un dilemme pour Clara, parce que du coup, elle sacrifie sa vie de femme pour continuer à être la femme de Rilke, ça coûte cher, hein, vraiment d'être sa femme. Bon, après, elle se rattrape en s'occupant de son œuvre et tout ça, comme font la plupart des veuves, mais n'empêche que de son vivant, c'était pas marrant du tout. Et du côté de Rilke, il va pouvoir utiliser le fait d'être époux et père comme un bouclier extraordinaire contre des demandes diverses et variées d'autres femmes. Ça va être merveilleux. Il se souviendra chaque fois de sa femme quand ça l'arrange, c'est-à-dire quand il est coincé par une autre femme qui lui demande quelque chose, il dit « Ah, je peux pas, je suis mariée. » Donc c'est extraordinaire, vous voyez, ce dilemme finalement les protège d'un lien qui va un peu au-delà de ça et qui aurait mérité le qualificatif de d'amour. Alors, il faut que je fasse un peu vite, parce que Michel a encore beaucoup de choses très importantes à vous dire. Je vais juste dire trois petites choses. Le lien entre beauté et phallus, comment on dit, hein, on va faire ça très rapidement. Pourquoi Rilke tombe sans arrêt amoureux des femmes très belles? Un truc. J'ai repris Freud, et le Freud, il a dû voir tout ça. Mais c'est très simple. Pourquoi les hommes aiment les femmes très belles? Parce qu'il ne leur manque rien. C'est ça. Les femmes très belles, ils donnent l'illusion qu'il ne leur manque rien. Donc pour Rilke, c'est parfait. C'est merveilleux. Donc il se précipite sur telle princesse, telle mimi, tout ça. Mais sauf, qu'est-ce qui se passe par la suite? Sous cette allure de complétude narcissique d'une femme complète à laquelle il ne manque rien, bon, il y a la demande qui pointe. Ah là, ça va plus du tout. Là, pour Rilke, il ne comprend pas. C'est-à-dire, la femme se décomplète devant lui, ça déclenche des angoisses terribles de son côté. Moi, ma petite hypothèse, c'est pour faire plaisir à Maurice, qui aime bien les mamans. Moi, je dirais, dans l'œuvre, je dirais que dès que la très belle femme qui finalement tombe dans le piège rilkéen lui demande quelque chose, Rilke, lui, tombe de l'illusion du phallus maternel. Du genre, mince, j'ai pas compris ça comme ça, c'est moi qui l'ai, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, il est complètement perdu, parce que ce que la belle femme qui lui demande quelque chose lui prouve, c'est qu'elle n'est pas complète, que c'est lui qui est censé la compléter, et que du coup il comprend, bah mince, le phallus maternel c'était du vent. Supporte pas, il se part. Hein, donc là, les départs de Rilke sont absolument légendaires. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de partir, de se soustraire comme ça à des expériences qui lui font peur, beaucoup de voyages, d'errance et autres. Et donc là, il y a vraiment un point de blocage qui m'a beaucoup intéressé à comprendre dans les manières d'aimer de ce poète, qui quand même est considéré comme un des plus grands poètes de langue allemande. Il faut quand même me situer là où il se trouve. C'est qu'on dirait, moi j'ai appelé ça, et vous me pardonnerez cette simplicité de langage, je dirais qu'il est bloqué dans ce que moi j'appelle l'amour pétard. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un flash initial sur la beauté de la femme, il y a une espèce d'amourachement comme ça, coup de foudre, quelque chose de très fort, et après,
ça s'éteint. C'est un pétard, justement, ça fait pouf et après c'est fini. Il y a des cendres, il y a les cendres du dégoût, les cendres de la déception, les cendres de la durée, parce que bon, après c'est pas pratique, après il faut revoir la personne, tout ça. Finalement, ça le fatigue, ça l'intéresse pas, et il repart donc dans autre chose. Alors tout ça est quand même un peu triste, mais à quoi ça lui sert? Cette leçon de sa maman qui a joué à la poupée avec lui me semble se retrouver dans une image qui m'a fascinée quand j'avais étudié la correspondance de Rilke, c'est-à-dire pour pouvoir écrire, il se fait femme. C'est-à-dire qu'il y a une passivation chez lui qui est tout à fait saisissante, une sorte de vacuité, une vacance qui doit créer, qui justement rejoint ce que Monique tout à l'heure nous a dit très clairement, que justement on n'écrit pas avec le trou, pas du tout. Je veux dire, on écrit avec vraiment cette cavité, avec quelque chose qui fasse réceptacle, qui fasse accueil. Et donc cet accueil, chez Rilke, passe donc par l'ascèse, par le mysticisme, par toute une manière de se faire femme qui est assez surprenante. Alors, la théorie d'inspiration chez Rilke, il en parle très bien, surtout quand il écrit à la princesse de Tours et Taxis. Il dit à un moment donné, autour des élégies, j'hésite infiniment à vous écrire, chère princesse, après la dictée de l'autre jour, qui s'est imposée à moi de façon si impétueuse ici en ce Patmos, qu'il m'en reste l'impression d'avoir écrit des deux mains vers la droite et vers la gauche pour ne rien perdre de ce qui était infus, à l'instar de l'évangéliste Bruges de l'hôpital Saint-Jean. Fin de la citation. Lettre qu'il écrit donc le 16 janvier 1912, après avoir écrit sa fameuse première élégie, qu'il va donc achever 10 ans plus tard. Alors, moi je me dis, c'est quoi cette histoire de Saint-Jean? Donc je suis allée chercher l'image que je vous montre là. Donc le Hans Memling, qu'il a pu donc voir Saint-Jean sur Patmos, à l'hôpital Saint-Jean de Bruges, et qui montre justement Saint-Jean recevant la parole divine, écrivant. Sauf qu'il n'écrit pas des deux mains, je vais y venir sur ce mouvement des deux mains tout à l'heure. Alors, j'avais quand même l'impression que je n'avais pas tout vu, bien évidemment, loin de là, donc je suis allée chercher l'évangile de Saint-Jean, dont je vais vous lire juste le début, qui est quand même un des plus beaux textes du monde qui existe, à savoir: au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Voilà donc l'évangile de Saint Jean. Pourquoi je vous lis ça? C'est que je pars du principe que finalement l'acte d'écrire pour Rilke et pour tout grand créateur s'origine en fait dans cette mutation, dans cette transsubstantiation où le Verbe devient chair et où finalement il y a une bascule de la lettre vers le corps, aller-retour. Donc c'est pas que aller, c'est aussi retour. Alors, on vous bouleversez par ce passage, d'autant plus qu'à une de ces nombreuses amantes de passages, à savoir donc Magda von Ratzenberg, il écrit la même chose. On dit qu'il n'est pas à une citation et autocitation près. Il lui écrit 2 ans après, donc au fait justement d'un de ces fameux amours pétards que j'ai décrit tout à l'heure, donc une flambée extraordinaire de départ et puis après une descente assez rapide que seulement les toxicomanes pourraient nous décrire avec fidélité. Il écrit donc à Magda von Ratzenberg: je t'écris toujours, toi, ce journal incompréhensible de mon vouloir vivre à ton cœur, pour me réaliser en toi, pour me réaliser auprès de toi, comme le Memling à Bruges, l'évangéliste Saint Jean. Donc il reprend exactement la même citation que je vous ai lue tout à l'heure. C'est de cette manière-là que je veux t'écrire sur l'île pleine de pierres de mon cœur, qui est emportée par la tornade de l'enthousiasme, t'écrire avec cette main droite, t'écrire avec cette main gauche, entendre toujours la parole divine et ne jamais cesser de t'écrire. Très
très belle lettre d'amour, en plus à une pianiste qui elle aussi a un lien tout à fait singulier à ses deux mains, a aussi à la latéralité l'expression artistique qui est la sienne. Mais je me suis demandé, en fait, dans ce fantasme de ne jamais cesser d'écrire à l'être aimé, il y a donc une érotisation de l'acte d'écrire qui cherche à rejoindre l'autre, et une fusion amoureuse qui, en fait, se nourrit du leurre de la passion. Alors, Lacan, finalement, distingue 4 catégories par rapport à ce qui ne cesse pas de s'écrire. Il dit il y a la première catégorie, l'impossibilité ou le réel, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Le contingent, ce qui cesse de ne pas s'écrire, le possible, ce qui cesse de s'écrire, et la nécessité, ce qui ne cesse pas de s'écrire. Alors Rilke, et ça je trouve très beau, finalement il inscrit le sentiment amoureux et cette sorte de passion dans le registre de la nécessité. C'est-à-dire que ça ne peut pas, ça ne doit pas cesser de s'écrire. Alors, je vais conclure pour passer la parole à Michel, en fait. Se sauver par l'écriture, c'est en fait un projet ancien que Rilke partage dans le document. Il y a eu toute une crainte fantasmatique que la psychanalyse à laquelle il a pensé à un moment donné pour réduire un peu son mal de vivre pourrait toucher aux nombreux symptômes dont il se plaint, parce que c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui se soutient de ses plaintes, que dès qu'on touche à ses plaintes, on touchera en même temps à son œuvre. Donc il a quand même été très en avance sur les théories psychanalytiques de la création, et il reconnaît une parenté intime, une interdépendance entre ses symptômes et l'œuvre, l'un nourrissant et se nourrissant de l'autre, en une symbiose dont il craint de rompre par la psychanalyse l'équilibre instable. Aussi reconnaît-il à plusieurs reprises que son travail constitue une tentative, si ce n'est d'auto-guérison, du moins d'auto-médication, c'est-à-dire je me soigne par ma poésie. Dans une lettre à Alou, il écrit « Ma vie n'est qu'une longue réconvalescence ». De quelle maladie? On peut se le demander. De la maladie que nous partageons tous, celle d'être né, ou plutôt de la maladie d'être né rené. Pour conclure, il faut que je vous parle encore une fois de la sœur de Rilke. Comme elle est née 1 an avant lui, morte après 8 jours, personne ne sait vraiment comment parler d'elle, de cette douleur, de cette absence-là. Le nom, il faudra au moins le nom. Pour connaître son nom, j'ai fait des recherches dans toutes les biographies à notre disposition. J'ai écrit à la famille, au petit-fils de Rainer Maria Rilke, Christoph Sieber Rilke, toujours vivant, au plus grand spécialiste vivant de Rilke, le professeur Friedman à la Princeton University aux États-Unis. Et comme je lui ai visiblement posé une colle, il a téléphoné le jour même à la plus grande spécialiste allemande, Renate Scharfenberg, qui, elle, a travaillé avec l'éditeur de Rilke, Anton Kippenberg, de son vivant. Silence radio. J'ai écrit au secrétaire général de la très vénérable Internationale Rilke Gesellschaft, qui a son siège donc à Sierre, en Suisse, à quelques kilomètres de Musotte, donc lieu mythique, ils sont faux, et à quelques kilomètres aussi de la tombe de Rilke qui est enterrée à Raron. Personne ne sait. Alors, tout semblait dit sur Rilke, j'ai trouvé là un vide, un blanc sur la carte du territoire, un insu. Comme je manquais de temps pour faire le voyage à Prague pour chercher la tombe, si tombe il y a de la petite sœur de René Rilke, je vous soumets pour débat une hypothèse. Je vous propose de ne plus chercher. C'est devant vous, sous vos yeux, à l'instar de la lettre volée. C'est René. Elle a dû s'appeler René avec un E muet, cette merveilleuse lettre que l'on n'entend pas, mais qui est là pour faire à elle seule toute la différence, qui, de par sa présence muette, presque fantomatique, mais incontestée, distingue le masculin du féminin. Est-ce le retranchement de cette lettre et toute la bascule identitaire qu'elle induit qui a créé la lettre chez Rilke, son rapport à la littérature comme seul lieu où être et paraître, où masculin et féminin, où présence et absence, où ange et démon, où désir et manque ne constituent ni un déchirement ni un obstacle, mais sont constitutifs des artifices et des leurs, non, de l'amour fou de la lettre. Je vous remercie.